Cette vidéo va faire partie d'une série de vidéos d'introduction à la lecture critique d'études scientifiques. Pour commencer, je pense que c'est bien de se familiariser avec le processus de publication scientifique, avec l'évaluation par les pairs, ce qui la distingue principalement de la presse généraliste scientifique. Comment fonctionne le processus de publication scientifique en recherche? Brièvement, les chercheurs, les auteurs envoient leur manuscrit à un journal scientifique. Celui-ci est composé d'un comité éditorial avec un éditeur en chef, des éditeurs associés qui sont souvent des chercheurs ou des anciens chercheurs. Il va y avoir un premier filtre de sélection avec les éditeurs qui vont évaluer la pertinence du manuscrit, sa validité, la méthode, la question de recherche, l'intérêt pour son lectorat. Si le manuscrit est jugé intéressant, il va être envoyé en peer review, donc en évaluation par les pairs. Les pairs, ce sont des chercheurs en fait bénévoles qui vont évaluer gratuitement le manuscrit en faisant des commentaires. Ces chercheurs et experts du domaine sont indépendants et externes au journal et indépendants également vis-à-vis des auteurs normalement. Ce processus de peer review va prendre plusieurs semaines voire plusieurs mois. Suite aux commentaires de ces reviewers, l'éditeur du journal va choisir d'accepter le papier, de le rejeter ou de l'envoyer en révision. S'il part en révision, il est renvoyé aux auteurs qui vont devoir corriger, améliorer le papier en fonction des commentaires des reviewers et des éditeurs. Et ça peut prendre plusieurs rounds d'échanges entre les éditeurs et les auteurs et les reviewers. C'est pourquoi ce processus de publication est beaucoup plus long qu'un processus de publication traditionnel dans la presse généraliste. Le reviewer idéal doit à la fois maîtriser les connaissances les plus récentes du domaine par rapport à la question de recherche, mais également être au point sur la méthode pour pouvoir voir les limites de l'étude ainsi que les erreurs ou les éventuels biais. Comme je vous le disais, tout processus de peer review prend vraiment du temps. Il faut donc se méfier des journaux qui ont des délais d'acceptation de publication beaucoup trop courts. Par exemple, un délai de 48 heures entre le temps de soumission du manuscrit et d'acceptation dans le journal est inacceptable et pas du tout normal. C'est vraiment un red flag. Par rapport à un article de presse généraliste scientifique, dans une publication scientifique, on retrouve des références insérées dans le texte qui font référence à d'autres publications. Le manuscrit est également organisé sous forme d'introduction, matériel et méthode, résultats, discussion et conclusion. L'introduction permet de contextualiser la question de recherche et de définir les objectifs de l'étude, également faire référence à de présentes études sur le sujet. Les matériels et méthodes vont donc définir les méthodes et statistiques utilisées pour répondre à cette question de recherche. Les résultats, ce sera donc les résultats expérimentaux ou statistiques ou de modélisation. Et la discussion va être une synthèse des résultats avec de l'interprétation par rapport aux anciennes études, avec une comparaison par rapport à la littérature existante sur le sujet, ainsi que des interprétations biologiques en termes de mécanismes par exemple. On peut également avoir une section sur les implications en termes de santé publique ou de politique. Où trouver les publications scientifiques? La plupart des articles scientifiques sont écrits en anglais, donc si vous voulez faire une recherche d'articles, je vous conseille de faire la recherche bien sûr en anglais. Vous pouvez utiliser des traducteurs en ligne pour ça. Un premier moteur d'agrégation de publication, c'est Google Scholar. Je pense que c'est peut-être le plus simple à utiliser quand on n'est pas du domaine de la recherche. Vous pouvez taper des mots-clés en anglais de façon classique, comme dans le moteur de recherche classique Google. Et vous allez donc accéder à diverses publications indexées par Google Scholar. Je vais plutôt me limiter au domaine scientifique, médical et de santé publique. La base de données par excellence médicale, c'est PubMed. Alors, le moteur de recherche PubMed ne fonctionne pas exactement comme Google. Les requêtes se font par des mots-clés en anglais. Vous pouvez également utiliser des opérateurs booléens pour formuler ces requêtes. Par exemple, si vous vous intéressez à une étude sur les pesticides et le cancer, vous allez écrire Pesticide and Cancers. Si vous souhaitez élargir votre recherche avec des synonymes, vous pouvez très bien mettre Pesticide or Active Substances, donc des substances actives. Pareil, si vous voulez élargir la recherche à d'autres maladies, vous pouvez mettre Cancers or Cardiovascular Disease, les maladies cardiovasculaires. Si vous souhaitez restreindre les champs de votre recherche, vous pouvez utiliser les opérateurs AND et ou NOT pour là exclure certains termes de recherche. Si on retourne sur la page d'accueil de PubMed, on peut voir qu'il y a également une Advanced Research, donc pour faire des recherches avancées et un peu plus poussées en utilisant différents filtres, en utilisant des mots-clés indexés à Mesh par exemple. Vous pouvez utiliser ces étiquettes dans vos termes de recherche.
Ça peut paraître assez laborieux d'utiliser ce type de moteur de recherche, mais ça permet d'avoir une recherche assez exhaustive et transparente sur comment on l'effectue. Il est également absolument normal de trouver qu'une publication scientifique, ce sera plutôt compliqué à lire, puisqu'au départ, une publication scientifique est destinée aux chercheurs du même domaine du papier. Donc si vous souhaitez faire une lecture rapide d'un article, moi je vous conseille de d'abord regarder l'abstract, l'introduction qui est souvent un peu plus accessible, également le début de la discussion puisque c'est souvent un court résumé des résultats. Après, pour aller dans les détails, pour évaluer la pertinence, les biais d'une étude, il faut vraiment aller dans les méthodes. Et ça, c'est un peu plus compliqué. Je vous en parlerai ultérieurement dans d'autres vidéos. Autre question qu'on peut se poser en cherchant des études scientifiques, c'est quel journal choisir? Comment reconnaître un bon journal d'une revue prédatrice ou d'un mauvais journal? Donc il existe des journaux généralistes scientifiques comme Nature ou Science. Il y a également des journaux qui sont beaucoup plus spécifiques à des sous-domaines. La JCN, ce sera plutôt par rapport à la nutrition, EHP par rapport à l'épidémiologie environnementale, donc tout ce qui touche à la pollution, aux contaminants. Ça dépend vraiment du domaine qui vous intéresse. Un autre critère parfois utilisé, c'est la notoriété du journal, évaluée par l'impact factor, donc l'IF, le facteur d'impact. L'IF est calculé pour une année donnée et il correspond au nombre de citations des publications d'un journal au cours des 2 années précédentes. Une citation correspond à un article cité par un autre. Donc pour calculer l'impact factor de 2022, on va compter le nombre de citations en 2022 d'articles publiés en 2020 et 2021. Puis on va diviser ce nombre par le nombre total de publications de cette revue publiées pendant cette période. En bref, c'est le nombre moyen de citations des publications d'une revue rapporté au nombre total de publications de cette revue. Voici un graphique qui vous présente les plus gros impact factors des 30 premiers journaux. On voit que Nature a un IF de 50, Science de 48 et les plus gros impact factors sont des journaux médicaux. C'est vraiment important de noter que l'impact factor varie vraiment selon le domaine. C'est pas un indicateur très fiable comparé des journaux de différents domaines. L'impact factor est donc un outil critiquable. Il permet également d'orienter la science puisqu'il donne un pouvoir vraiment important aux éditeurs des revues scientifiques les plus prestigieuses. Un autre indicateur pour évaluer les journaux, c'est le taux d'acceptation des publications. Pour les faux journaux prédateurs, dont je vous parlerai un peu plus tard, le taux d'acceptation est quasiment de 100%, il est très élevé. Alors qu'à l'inverse, pour les revues prestigieuses comme Nature, le taux d'acceptation est autour de 7%. En 2017, Nature avait reçu 10 700 manuscrits environ et on avait publié seulement que 820. Par exemple, si on prend le journal PLOS ONE, il a un taux d'acceptation beaucoup plus élevé de 45%. C'est parce que c'est un journal généraliste avec un champ de recherche plus large et il se focalise surtout sur la validité de la méthode. Si la méthode de l'étude est valide, ils vont publier le papier, même si les résultats ne vont pas être forcément révolutionnaires ou très originaux. Puisque dans les journaux plus prestigieux, ils vont surtout s'intéresser aux résultats qui auront des implications politiques importantes ou technologiques ou cliniques importantes. Il faut donc se méfier des revues prédatrices dont je vous parlais là précédemment. C'est en fait des faux journaux qui ont l'apparence d'un vrai journal. Donc là, je vous montre l'exemple d'un journal prédateur de la société Omix. Donc vous voyez que là, sur le site internet, on croirait vraiment être sur un vrai journal scientifique. Ces éditeurs prédateurs vont prélever des frais de publication et en fait ne vont pas les utiliser pour effectuer les services classiques de publication comme le contrôle de la qualité, la peer review, l'indexation dans les moteurs de recherche classiques comme PubMed. Ils vont également avoir des fois des faux comités éditoriaux, donc avec des noms de chercheurs soit qui n'existent pas ou dont on n'aura pas demandé leur avis à être dans ce comité. La plupart du temps, on ne trouve pas ce type de revue sur PubMed. Par contre, des fois, on peut les retrouver sur Google Scholar. Ils peuvent également utiliser des faux facteurs d'impact, également des faux indices de citation comme l'indice de Copernicus pour paraître plus fiables. Là, je vais vous présenter la société Omix. C'est une société d'édition qui a produit de nombreux journaux prédateurs. En 2018, ils ont été condamnés par la Federal Trade Commission à une amende de 50 millions de dollars pour pratiques commerciales trompeuses. L'enquête a révélé qu'environ 69 000 articles publiés par Omix n'avaient pas du tout passé de peer review ou une peer review vraiment très allégée et très rapide. Depuis 2020, pour poursuivre son activité, la société Omix a donc changé de nom
Elle change également le nom de ses journaux ainsi que l'URL de ses journaux pour poursuivre cette activité illégale et trompeuse. Pour vérifier si c'est un journal prédateur, on peut s'attarder sur le comité éditorial du journal. Est-ce que les chercheurs existent? Est-ce que les affiliations de ces personnes sont précises et également existent? Ces journaux sont également souvent récents, avec peu de citations. Si vous allez sur le site internet qui s'appelle Publons, c'est un site internet qui répertorie les peer reviews et les reviewers par rapport à différents journaux. Et pour ces journaux prédateurs, vous verrez, il n'y a quasiment personne qui fait une évaluation par les pairs de ces manuscrits soumis à ces journaux. Le fait qu'une revue soit également référencée dans des répertoires internationaux concernant l'intégrité et l'éthique des publications est également bon signe. Là, je vous ai mis les différents sigles et répertoires que vous pouvez avoir en tant que référence. Ces faux journaux prédateurs envoient également de nombreux spams mails aux chercheurs, leur demandant de publier chez eux. Souvent, l'email est plutôt flatteur. On a des chers professeurs. Donc, la plupart du temps, les journaux sérieux ne vous demandent pas de publier. À part pour des fois rarement écrire des éditoriaux ou certains commentaires, mais c'est souvent quand vous êtes un chercheur connu. La plupart du temps, les emails utilisés par ces sociétés de faux journaux utilisent des adresses email non professionnelles, donc Gmail ou Yahoo. Il y a souvent des fautes de grammaire et d'orthographe et une promesse de publication très rapide. Il y a également d'autres red flags, c'est quand l'éditeur n'est pas vraiment identifiable ou qu'on vous demande d'envoyer votre manuscrit par email, ça c'est pas du tout normal. Tout ce qui touche au processus de publication, vous pouvez souvent le retrouver sur le site internet du journal. Donc quand c'est pas clair, c'est qu'il y a un problème. Il y a également d'autres journaux qui sont un peu en zone grise, comme les journaux associés à MDPI. Vous pouvez également avoir le problème de journaux un peu plus autopromotionnels, comme on a pu le voir avec l'IHU, comme New Microbe and New Infection. Il y a des chercheurs français qui ont montré les liens d'intérêt entre les comités de rédaction et les auteurs de publications. Donc dans ce papier, dans PLOS Biology, des chercheurs français ont exploré plus de 5000 revues médicales. Et ils ont constaté que dans certains journaux, il y a des personnes dans les comités de rédaction qui sont des auteurs très prolifiques, avec un nombre anormal, disproportionné de publications. Ils ont démontré que chez ces auteurs prolifiques, la plupart du temps, le délai entre la soumission du papier et l'acceptation dans le journal est de moins de 3 semaines. Donc ça, c'est pas normal non plus. Ces revues scientifiques autopromotionnelles auraient pour but d'augmenter le nombre de publications pour ces auteurs. Un des problèmes de la recherche est que la qualité du travail des chercheurs est évaluée par leur nombre de publications, ainsi que les publications dans des gros journaux scientifiques, et tout cela conditionne également les financements. Donc on a une sorte de course à la publication. Une autre question qu'on peut se poser par rapport aux revues scientifiques, c'est d'où vient le financement? Parce qu'il est important d'avoir une indépendance entre le financement du journal et le contenu publié. En effet, les personnes qui choisissent d'accepter de publier un article doivent uniquement se reposer sur des critères scientifiques. La plupart des revenus des journaux proviennent en fait de ce qu'on appelle des frais de publication ainsi que des paywalls. Il existe deux grands systèmes de publication. À gauche, le système de publication traditionnel. En soumettant le manuscrit, s'il est accepté, il faut payer des frais de publication, les APC, Article Processing Charges. Des fois, il faut payer des frais en plus quand on veut avoir une figure en couleur, par exemple. Et l'accès aux articles publiés est limité, c'est-à-dire qu'il faut soit avoir un abonnement au journal, soit payer un droit d'accès à l'article qui peut être de 20 à 50 dollars, voire des fois plus. Les abonnements aux journaux sont annuels et ont des coûts très élevés, de l'ordre du millier de dollars. Il y a un système alternatif qui est en train de se développer, c'est le système en open access. Les auteurs vont payer des frais de publication afin de rendre en libre accès leur article. Le système de publication scientifique est un business vraiment très lucratif. En fait, c'est un tout petit oligopole où il y a 5 grands éditeurs qui sont propriétaires de la plupart des journaux scientifiques. Vous avez Sage, Elsevier, Springer Nature, Wiley Blackwell et Taylor & Francis. En 1993, ils détenaient 30% des parts du marché pour l'édition scientifique. Et en 2013, ils sont passés à 53% des parts du marché. Si vous prenez le Relex Group, anciennement Elsevier, ils ont des revenus autour de 7 milliards de livres, avec une marge très importante
qui est similaire à celle qu'on trouve pour Coca-Cola ou certaines entreprises pharmaceutiques. Ce qui est très lucratif, c'est que la plupart de la recherche repose sur des financements publics. Pour publier, il faut des fois payer des frais de publication, et pour avoir accès aux articles que nous-mêmes on publie, il faut également repayer une seconde fois. Et souvent, quand on accepte d'être publié dans un journal scientifique, on accepte souvent de lâcher ses droits de propriété sur le manuscrit. Face à cela, il y a la chercheuse neuroscientifique Alexandra Elbakyan qui a créé SciHub, qui est une plateforme qui héberge des millions de publications scientifiques. Alors c'est pas très légal, mais vous pouvez avoir accès aux publications scientifiques à travers cette plateforme. Pour finir, je vais vous présenter les différents types de publications auxquelles vous pouvez avoir généralement accès. On retrouve en tête les articles de recherche originale. Ce sont ceux qui s'appuient sur de nouvelles observations, de nouvelles expériences, de nouvelles données, afin de produire de nouvelles connaissances et faire avancer un domaine de recherche particulier. Ça permet également des fois de générer de nouvelles hypothèses de recherche. Pour se spécialiser sur un sujet particulier, ces articles sont tout particulièrement intéressants, ainsi que les notes de recherche. Si vous souhaitez découvrir un nouveau sujet, c'est peut-être mieux de se tourner tout d'abord vers les revues de la littérature. On parle de review. Il en existe de différents types. Et d'un côté, les revues narratives et de l'autre côté, les revues systématiques et méta-analyses. Les revues narratives, ce sont des synthèses critiques par rapport à un sujet donné. C'est souvent assez large avec beaucoup de références et assez accessible. Des fois, par contre, les revues narratives peuvent un peu ressembler à un article d'opinion, puisque les critères de sélection des études ne sont pas transparents et explicites. La revue systématique de la littérature est par contre une revue plus cadrée et plus rigoureuse. Elle a pour but de répondre à une question de recherche bien précise, avec un protocole bien défini en avance et transparent, avec des critères explicites d'inclusion et d'exclusion des études dans cette revue de la littérature. Il y a également une évaluation de la qualité de ces études, on parle des biais. Et quand on trouve en plus des analyses quantitatives, on peut avoir des méta-analyses qui vont par exemple étudier la relation entre la consommation de viande rouge et le risque de cancer colorectal par exemple. Pour découvrir différents points de vue sur un sujet ou des débats, je vous conseille de lire les lettres à l'éditeur ou les commentaires. Ces lettres à l'éditeur permettent également d'exprimer des points de vue, des divergences ou des critiques par rapport à des articles publiés. Les éditoriaux, comme leur nom l'indique, sont écrits par les éditeurs des journaux. C'est souvent pour faire quelques commentaires par rapport à une série d'articles ou des grandes thématiques, voire à l'actualité. Ensuite, il existe également les rapports de cas cliniques, donc ça c'est plus spécifique à la médecine. On va avoir la description d'un événement de santé pas très courant. Ce sera sur un patient ou un très petit nombre de cas. On peut également trouver des rapports de conférences qui vont résumer des discussions entre scientifiques lors d'un congrès ou d'un séminaire. Maintenant, vous avez un aperçu global du processus de publication scientifique et de comment on peut trouver et identifier des bons journaux scientifiques. Donc dans les prochaines vidéos, je parlerai de niveau de preuve, des différents types d'études en santé publique qu'on peut avoir, que ce soit les études observationnelles ou les essais cliniques, comment on peut évaluer les différents biais de ces études et quels sont également les biais associés à ces études. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. J'ai également un blog qui s'appelle Quoi dans mon assiette et je publie régulièrement de l'actualité scientifique sur ma page Facebook et mon compte Twitter.